Bonjour à tous et bienvenue dans le 6e épisode du podcast Retour de Flamme. Je m'appelle Jérémy Solier, je suis votre guide sur le podcast. Je tenais à vous remercier si vous êtes encore là, si vous m'écoutez encore, si vous regardez les vidéos. C'est que c'est une thématique qui vous touche et c'est quelque chose qui moi également me touche. Je tenais également à remercier la structure MAM à Tours, en Eure-et-Loire, qui nous a permis de tourner le podcast dans les studios. Je vous invite à regarder les quelques images qui passent sur la vidéo. Et pour ceux qui sont sur le fichier audio, je vous invite peut-être à consulter le site internet de MAM. Vous présentez, ce 6e épisode, vous présentez notre invitée Faustine Pellegri, joueuse de l'équipe de France de futsal, joueuse au Nantes Métropole Futsal. Avec elle, on a abordé plusieurs choses. Une première partie sur l'aspect préparation mentale, l'aspect mindset, et une deuxième partie sur son aventure, son histoire personnelle, assez touchante, où elle nous a évoqué les problématiques liées aux troubles du comportement alimentaire, qu'est-ce que ça peut engendrer dans l'image qu'on a de soi, qu'est-ce que ça peut engendrer socialement, quelle est la souffrance que l'on peut ressentir dans ces cas-là. Peut-être le podcast qui a été le plus difficile pas à vivre, mais un des podcasts les plus touchants, et je vous invite à consulter ça. Mais juste avant, je vous invite également à prendre la plus grande inspiration de votre journée et la plus grande inspiration, et je vous invite à découvrir ce podcast. Sur cette caméra-là, tac. Bonjour Faustine. Bonjour. Bienvenue dans le 6e épisode du podcast Retour de Flamme. Aujourd'hui, podcast un petit peu particulier parce que j'ai sollicité Faustine sur les réseaux, et suite à ça, il y a eu une volonté commune, je crois, d'effectuer le podcast. À la fois moi, parce que on a une amie en commun qui m'a évoqué la possibilité de faire le podcast et que ce serait un podcast intéressant, et à la fois je crois qu'il y avait une volonté de ta part de peut-être évoquer un sujet qui peut être intéressant pour les jeunes filles qui font du foot. Donc avant de commencer, je vais te laisser te présenter, et puis derrière je te poserai mes petites questions. Donc moi c'est Faustine Pellegri, je joue au futsal, au Nantes Métropole Futsal, et actuellement international futsal depuis le début de saison avec la création de l'équipe de France. Et aujourd'hui je suis là pour le podcast. Super. Est-ce que tu peux juste retracer un petit peu ton parcours jusqu'où peut-être évoquer la bascule, foot à 11, futsal. Ce serait intéressant, je pense, pour les gens qui comprennent. Et peut-être de déjà répondre à la question, comment on fait pour devenir joueuse internationale? Comment on fait pour être finalement aujourd'hui en équipe de France futsal? Comme toute joueuse de futsal aujourd'hui, on a commencé par le foot. Et encore beaucoup jouent au foot. Personnellement, j'ai commencé le foot à 8 ans. Dans un petit club à côté de Nantes. J'ai joué quelques saisons au FC Nantes, 3 saisons en équipe jeune, de 15 à U18, avant de faire 2 petites saisons à Châtellerault, en Nouvelle-Aquitaine, et de basculer totalement au futsal, sachant que j'ai commencé le futsal pendant que je jouais au FC Nantes pour à la base progresser techniquement, je dirais, et après c'est devenu une pratique forcément à part entière où j'ai fait le choix de totalement arrêter le foot pour me consacrer à la pratique. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui te manque ou pas, le foot à 11? Non, vraiment pas aujourd'hui. Je pense que je trouve tous les bénéfices de faire que du futsal, parce que je m'entraîne avec les garçons depuis que j'ai commencé le futsal, et qu'aujourd'hui je pense que c'est un atout que beaucoup de joueuses, que ce soit de foot ou de futsal, apprécient de jouer avec les garçons. Et comment c'est à quelle saison, c'est à quel moment que finalement tu décides de faire futsal et foot en même temps? Ça se passe à quel moment de ton parcours? Donc du coup j'ai fait le choix de faire les deux lors de ma 2e saison au FC Nantes. Okay. Donc tout d'abord ça part d'un accord du club, où j'ai demandé au club si c'était possible pour moi de signer au futsal en parallèle du foot avec les filles. L'avantage c'est que le futsal c'était le week-end, le dimanche. Donc le dimanche soit on avait match, soit on avait entraînement. Mais l'avantage c'était que la semaine j'avais le foot et le week-end le futsal, ce qui fait que c'était compatible. Après il y avait forcément la gestion de la charge, mais à cet âge-là ça le faisait. Et donc après j'ai totalement fait la bascule à 18 ans. Ok. Et sur ces premières années, tu joues 2 matchs dans le week-end en fait, un match de futsal, un match de foot à 11?
Oui, après le futsal, en fait, il n'y avait pas énormément d'équipes dans le championnat. Donc, t'as pas match tous les dimanches. Ok, d'accord. Et du coup, comment est venue la sélection, en fait, comment ça tombe, comment tu l'apprends, comment ça se passe, comment on fait, je vais pas dire comment on fait pour aller en sélection, mais comment ça s'est passé dans ton cas? Bah, vu que c'est le tout début au futsal, euh, il y avait quelques événements futsal national, vu qu'aujourd'hui on n'a pas de championnat national. D'accord. Donc, Il n'y a pas de championnat national aujourd'hui. non, il n'y en a pas. On joue chacune dans nos championnats Ré- régionaux respectifs la semaine ou le week-end et finalement on se retrouve en sélection. Donc, l'équipe de France de futsal féminine, on en parle depuis des années. Après, ça a été un petit peu repoussé et donc en attendant, enfin le jour où ça a été acté qu'il y aurait une sélection équipe de France sur cette saison-là, le sélectionneur est venu voir quelques événements, donc soit le mondial futsal de Nantes que notre club organise, les championnats de France universitaires, la Copa Coca-Cola qui est une coupe comme une coupe de France futsal que Ok. Coca a organisée. Et donc voilà, tous ces petits événements nationaux où il y a la possibilité de voir des joueuses. Et, euh, et après, vu que c'est un début, forcément, ils demandent des noms au CTR, etc. Et après, c'est une surprise forcément d'être dans la présélection. Euh, mais il n'y a pas forcément aujourd'hui de chemin précis comme il peut y avoir au foot avec Pôle Espoir, sport-études, parce qu'on est dans les prémices, quoi. Ok. Est-ce qu'aujourd'hui en équipe de France, il y a des joueuses qui jouent en foot extérieur le week-end? Oui, il y en a beaucoup. Aujourd'hui, il n'y a que 2 joueuses 100% futsal, joueuses de champ. Ok. Et sinon, les gardiennes sont 100% futsal. Donc la plupart, en fait, elles ont entraînement de foot et de futsal la semaine avec un match de foot le week-end. Donc il y a toi et une joueuse en fait. Voilà. Ok, d'accord. Et pour rentrer un petit peu gentiment dans le podcast, ce serait intéressant pour moi de te poser la question du est-ce que la pratique futsal pose plus de problématiques sur l'aspect mental ou non que le foot extérieur? Pas forcément plus qu'un autre sport. Et d'autant plus qu'aujourd'hui, vu qu'il n'y a pas de championnat national, vu que les compétitions nationales ne sont pas fréquentes, bah finalement la prépa mentale, ou en tout cas la préparation des matchs, c'est propre à chaque fille, mais c'est peut-être pas aujourd'hui la priorité, tu vois. Il y a peut-être beaucoup d'aspects dans le jeu qui sont une priorité pour... plus une priorité en tout cas pour mettre en place un plan de jeu qu'une préparation mentale, tu vois. Ok. Et est-ce que tu dirais que dans ta carrière, foot à 11, futsal, tu as pu rencontrer des difficultés sur l'aspect émotionnel mental liées à la pratique, du stress d'avant-match, stress d'après-match, ou est-ce que tu as des souvenirs de situations pas évidentes peut-être sur l'aspect mental? Ouais, tout à fait. Bah, après, je suis jeune, donc c'est-à-dire que quand on a commencé à faire des compétitions nationales, je dirais il y a 3 ans, avec la Ouais. Copa Coca-Cola, la Coupe d'Europe qu'on a fait avec l'autre fédération, à ce moment-là, difficulté, la gestion du stress, peut-être lié à l'âge aussi, la première fois que je vis des compétitions nationales, parce que finalement au foot, j'en ai pas vécu, quoi. Mm. Donc compliqué. Sur les finales, je rentre pas, je joue pas forcément, alors que je suis présente aux entraînements. Mais quand on est au moment de la compétition, bah, t'es inhibé, tu vois, certainement. Mm. Donc pendant 2 ans, j'ai fait de la prépa mentale avec des stagiaires qui étaient au club pour ça. Ok. Donc tu travailles sur la fixation d'objectifs, pas avoir des objectifs trop élevés, enfin d'y aller crescendo en fait finalement. Et je dirais que ça m'a beaucoup aidé. Ouais. Et que aujourd'hui, je suis pas totalement libre Mm. parce que tu joues en régional la semaine et après tu vas en tournoi équipe de France jouer contre la Hongrie, une top 3 nation européenne. Donc là, t'as un gap qui est énorme, Ok. qui je dirais qui est encore à appréhender. Mais en tout cas, j'ai les armes pour et les clés pour le travail. 2 questions. La première, c'est comment ça se symbolise pour toi le stress d'avant-match? C'est quoi les facteurs? C'est quoi les... à quoi tu le vois? À quoi on le voit, toi, que tu es stressé avant le match? Ma première question.
Et ma deuxième question, ce serait c'est quoi les outils aujourd'hui que tu as pu employer pour gérer ce stress d'avant-match et peut-être donner du coup, inspirer une ou deux joueuses à utiliser ces outils-là. Mais déjà, dans un premier temps, ouais, comment ça se symbolise, toi, dans ton état? Je dirais que mes capacités elles sont limitées. Ou mes choix sont pas les bons. Euh, Deux touches de balle de trop. Mhm. Pas de prise d'info avant la frappe. Enfin, ça se perçoit notamment dès l'échauffement, tu vois. Ok, Dès l'échauffement, tu sais si tu es dedans ou pas, quoi. ok. Euh, Comment tu le vis comment tu le vois à l'échauffement, toi? Qu'elle a aujourd'hui là, ah putain. C'est des problématiques qui reviennent souvent, je te pose cette question parce que c'est des problématiques qui reviennent mm. souvent pour les joueuses que j'entraîne, de se dire, dès l'échauffement, je sens que c'est mort. Que toi, c'est quoi les éléments reconnaissables qui te font dire, ouais, là c'est mort. Bah, j'ai pas forcément d'éléments reconnaissables, mais par contre, je sais quand je suis dedans. Ok, Dans... ok, C'est hyper mental. ouais, C'est-à-dire, je sais même pas si je saurais l'expliquer. ok, Mais les matchs où dès l'échauffement, je vais être dedans, il y a un switch dans ma tête qui fait que là, je suis dans mon match et je suis concentrée, tu vois. Hmm. Et si je suis pas dans cet état mental-là, je me dis, ah bah là, je suis pas dedans, tu vois. Mais je vais pas forcément avoir un élément qui va me dire, là, je suis pas dedans. Ok. Mais il y a la qualité d'échauffement forcément Hmm. qui en ressort, tu vois. Je vais faire, avant de te laisser enchaîner sur la deuxième partie de la question, je vais faire une référence à Kessia qui nous parlait de l'état burn. C'est elle comme ça qu'elle l'appelle, l'état burn. C'est finalement l'état où je me sens pleinement en possession de mes moyens, où je me sens, certains appellent ça la zone de flow. Et quelque chose de... faut faire une recherche. Enfin, je laisserai les gens rechercher sur la zone de flow parce qu'il y a tout un tas d'indicateurs nécessaires pour arriver à la présence d'une zone de flow. Et ça, c'est compliqué à faire apparaître. Et du coup, ouais, sur la deuxième partie de la question, qu'est-ce que tu mets en place du coup quand tu sens peut-être que t'es pas dans le bon échauffement ou alors qu'est-ce que tu fais pour essayer au maximum d'être dans le bon échauffement? Je dirais qu'aujourd'hui, j'ai une routine d'avant-match en deux étapes. Euh, Pendant ces 2 ans, j'ai fait de la prépa mentale, j'ai travaillé sur une préparation à l'effort, Ouais, enfin au match, ouais. en associant à un chewing-gum Oh. l'état mental auquel je vais basculer, dans lequel je vais basculer. C'est-à-dire que j'ai travaillé sur une prépa mentale que j'ai intériorisée. Et aujourd'hui, quand je prends mon chewing-gum, je sais que je suis dans cette prépa mentale-là. Qui va venir travailler, ou en tout cas appuyer sur tous les aspects que je maîtrise. Ou que je vais maîtriser pendant le match, tu vois. À chaque match. À chaque match. Et aujourd'hui, elle est ancrée. C'est-à-dire que mon chewing-gum d'avant-match, je sais que ça me plonge dans cet état émotionnel. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé récemment de jouer sans ton chewing-gum? Pendant le match, je joue pas avec un chewing-gum, par contre. D'accord, c'est Ouais, pour l'échauffement. C'est pour l'échauffement. Pour l'échauffement, chewing-gum Ouais. pour l'échauffement. Besoin d'un Incroyable. chewing-gum. Si je devais pour essayer de traduire, vulgariser ça pour les gens qui nous écoutent, on est un peu sur la méthode de l'ancrage. C'est pour certains, j'ai une vidéo en tête d'un gardien de but qui prend le temps de remettre le scratch de ses gants. Pour lui, c'est l'ancrage c'est l'ancrage du switch. En fait, c'est le geste switch. Toi, c'est peut-être une forme de switch. Dès que j'ai le chewing-gum, bam, je bascule dans cet état-là. Et c'est la première fois que j'entends cet outil-là. Ça t'a pris du temps de le mettre en place? Ou au début, est-ce qu'il y a eu une période de doute, genre je mange un chewing-gum, il ne se passe rien? Ou vraiment ça a été assez direct pour toi? Bah en fait, ça se travaille. Tu vois, c'est une prépa mentale que tu travailles. T'écoutes, tu réécoutes avant le match. Tu sais, au départ, tu l'écoutes peut-être tous les jours pendant une semaine. Quand tu écoutes, c'est une méditation? Ouais. Un audio? Ouais, Ok, c'est un audio. Ok. Tu l'écoutes régulièrement pour vraiment l'ancrer. Et après, avant le match, ça suffit pour te plonger dedans. Ok. Donc je dirais que ça, c'est le premier aspect qui est devenu presque automatique, tu vois. Ok. Et après, il y a la deuxième prépa qui est propre à chaque match. Où aujourd'hui, cette année, je peux pas bénéficier de prépa mentale. Parce qu'au club, on n'a plus de prépa mentale, en tout cas disponible pour nous, les filles. Et donc, en fin d'année dernière, avec mon prépa mentale, on a travaillé sur faire de la visualisation en autonomie. Pour que je sois autonome dans ma prépa mentale et que je n'ai plus la nécessité d'avoir quelqu'un pour le faire. Ok. Donc j'ai une feuille.
Et en fait, avant chaque match, notamment de l'équipe de France plutôt, donc là, la Suède arrive dans 15 jours, donc la semaine prochaine, après la demi-finale du Challenge. Je vais prendre les matchs de la Suède, analyser les joueuses. Mais non. Si. C'est toi qui fais l'analyse Ouais. Bah, je le fais personnellement. Personnellement, tu analyses les adversaires. Ouais. D'accord. Ensuite, je regarde le lieu de la rencontre. Je vais sur internet, je tape le gymnase. Je prends toutes les infos, soit le gymnase, couleur des gradins, les buts, les poteaux, le sol, etc. Et après, à partir de ça, je vais construire ma prépa mentale. Sur les sensations, les ressentis, le lieu, l'environnement, tout ce qu'il y a autour, les odeurs, les goûts, tu vois. Waouh. Pour essayer de m'ancrer au maximum. Ok. Je t'avoue que je suis assez... c'est pas surpris, mais je suis assez... Ouais, si, surpris positivement du degré de détail de l'outil que tu mets en place, qui est finalement une visualisation. Effectivement, plus la visualisation est réelle, plus elle nous permet de réduire le gap entre ce qu'on visualise et ce qu'on va vivre. Et c'est pareil, première fois que j'entends ça. Et aujourd'hui, c'est un outil à utiliser pour toutes les joueuses, hein. Demain, moi, je sais que j'ai match, je sais pas, à Toulouse. Voilà, je sais que j'ai match au Stadium à Toulouse, imaginons. Rien ne m'empêche que de visualiser la meilleure situation possible que je vais vivre à ce moment-là dans le match et d'essayer de l'incarner de manière positive. Et puis derrière, le lendemain, finalement, faire les allers-retours assez faciles. Et ça, c'est quelque chose, une problématique qui revient souvent avec les joueuses. Toute routine, toute chose qu'on met en place ne tombera pas du ciel. Il faudra bloquer du temps, il faudra trouver du temps, il faudra faire des choses qu'on n'a jamais fait, je dis souvent, pour avoir des résultats qu'on n'a jamais eus. Et toi, est-ce qu'il y a d'autres outils, je dirais, que tu utilises pour border un peu ta pratique, ou c'est principalement ça ton levier, et c'est ça qui te gêne, et c'est cet outil que tu as mis en place? Ou est-ce qu'il y a autre chose finalement, aujourd'hui on a la chance de t'avoir, est-ce qu'il y a autre chose que tu peux nous partager? J'ai une prière que j'écoute Une avant prière chaque match. Ouais. Prière audio Ok. sur la réussite. Ok. Et je l'écoute avant chaque événement important. Incroyable. Depuis que je l'écoute, ça a toujours fonctionné. D'accord. Et ça me permet vraiment de basculer justement aussi dans ce mode que je pouvais te dire avant le match, où là je sens que je vais être dedans ou pas dedans. Et qui participe au fait que, ok, là je me réveille, j'écoute ça. Après j'écoute ma prépa mentale. Je me lève, petit déj avec l'équipe. D'accord. Tu vois, cette petite routine qui prépare. T'écoutes les deux consécutivement? Oui. Combien de temps les deux? 8 minutes la prière. Ok. Et la prépa mentale. Au départ, sur les premiers matchs, c'était environ 7 minutes. Mais je peux pas l'écouter de nombreuses fois avec 7 minutes. Du coup, j'ai réduit à 4-5 minutes. Ok. Pour me dire, je l'écoute la veille, le matin. Du coup, j'ai du mal à dormir. Parce que je vis le match. D'accord. Ça me fait du bien, j'ai besoin. Tu l'écoutes le matin? Et le soir, la veille de match. La veille de match et le matin? Pour ancrer à fond. Effectivement, du coup, ça t'active avant de dormir, mais t'en as besoin? Ouais, je pense. Ok. Quelques minutes, on va dire. D'accord, juste pour te connecter un peu. Ouais. Incroyable. Incroyable. Si je peux donner une petite bille de contenu, aujourd'hui, l'intérêt, c'est difficile pour les gens de se dire, mais attends, je me mets un truc dans les oreilles et c'est pas ça qui va me faire mieux jouer. Mais c'est qu'en fait, l'input, en anglais, ce qu'on rentre dans notre cerveau, va créer des pensées positives en l'occurrence, étant donné qu'on va écouter quelque chose de positif. Et si on a la capacité à se connecter à notre corps, ça va créer des émotions positives qui vont créer du coup un état d'être positif et qui vont nous mettre dans les meilleures conditions pour créer des actions positives en fait, pour créer une performance positive. Et ça, le point de départ, effectivement, il est l'input qu'on nous rentre dans le cerveau. Et soit c'est l'input du coach, des joueuses, des supporters, de la presse, etc. Ou soit c'est moi qui décide qu'est-ce que je décide de rentrer dans mon cerveau. Et aujourd'hui, c'est ça que je vois. Je suis très assez étonné de cet outil, de me rendre compte que finalement il y a des joueuses en autonomie qui ont pris en main aussi pas leur carrière mais leur problématique et qui sont sur un chemin presque autonome pour régler ça, et je trouve ça incroyable. Avant d'évoquer
un peu aussi le pourquoi du comment on est là. Je voulais te poser comme question, est-ce que ces routines-là sont des choses que tu as en tant que joueuse ou en tant que personne, tu vas aussi avoir une forme de routine pour ton bien-être en tant que femme, j'ai envie de dire, où ça se cantonne vraiment, tout cet aspect mental, il se cantonne à la pratique du futsal? Non, je dirais que c'est de manière générale dans, mon, dans mon mode de vie. Que ce soit pour les études, Hmm. de manière personnelle, Ouais. de toujours rechercher, je dirais, à être encore plus épanouie, être une meilleure personne que la veille, Hmm. tu vois. Je veux pas t'emmener dans des endroits, mais comment tu le symbolises par rapport à tes études, par exemple, par rapport à ta vie de personnelle? Si pareil, si on peut se rapprocher d'outils pour les joueuses. Je dirais un outil personnel que je tiens un carnet de gratitude. Ouais, c'est vrai. Ouais. D'accord. Dans lequel chaque soir, je vais écrire minimum 3 points positifs de ma journée. D'accord. On peut se dire, peu importe, mais le verbaliser c'est une chose, savoir qu'on a eu des choses positives. Mais l'écrire, ça permet vraiment de revenir sur sa journée. Tu vois. À la fois, ça peut être le sourire d'une personne, un compliment, comme un entraînement qui s'est bien passé, un super but que tu as marqué, Hmm. un appel d'une personne à qui tu tiens, tu vois. Et ça aide beaucoup, je dirais. C'est une des choses que je mets en place aujourd'hui dans mon quotidien. Inutile de revenir pour moi une énième fois. Il y a eu le podcast de Kessia, il y a eu le podcast, on a parlé avec Rachida, on en a parlé avec Assimina aussi. Thématique de la gratitude, je voudrais pas être rébarbatif là-dessus, mais aujourd'hui c'est le meilleur médicament. C'est le meilleur médicament de tout. Euh, et aujourd'hui, effectivement, il n'y a rien de plus simple, rien de plus smart que d'avoir un carnet de gratitude, même un carnet tout court, un carnet acheté à Action, 3,49 €. S'il y en a qui partagent cette vidéo, peut-être que je vous offrirai un carnet d'action. Mais 3,49 €, vous mettez la date le soir, vous faites 3 carrés et vous écrivez ce qui se passe. Et finalement, vous prenez une minute pour vous, mais votre corps, vous lui donnez, pas une espérance de vie, mais vous lui donnez comment dire, la possibilité d'être en bonne santé. Et ça, aujourd'hui, c'est un vrai outil, encore une fois, et je te remercie de le partage avec nous. On va rentrer dans la deuxième partie, je dirais, de ce podcast, pour être tout à fait transparent avec les gens qui nous écoutent. Je crois que tu avais une forme de message à passer au travers de ton parcours et qui, moi, me touche en tant qu'entraîneur, qui encadre des jeunes, des adolescentes. Et tu m'as juste évoqué la thématique. Volontairement, j'ai pas souhaité trop en savoir pour garder un peu le nectar de ce que tu avais à partager au niveau du podcast. Mais il semblerait que ça concernait les troubles comportement alimentaire. Je le dis dans le bon mot, dans le bon ordre. Ouais, les troubles du comportement alimentaire. Les troubles du comportement alimentaire. Est-ce que tu peux présenter ce que c'est et nous en dire plus? Les troubles du comportement alimentaire, c'est une maladie mentale qui touche à l'alimentation. Le fait de se nourrir, la manière dont on se nourrit. Donc, ça peut être l'anorexie restrictive comme la boulimie. Ok. C'est très large. En tout cas, ça touche forcément l'alimentation. Ok. Le rapport au corps aussi. Ok. Et dans ton cas, je suppose du coup que c'est quelque chose que tu as subi, vécu plus jeune, c'est ça? Du coup, j'ai 16 ans quand ça commence, donc pleine adolescence. Lycée? Ouais, troisième entrée au lycée, quoi. Principalement, c'était l'anorexie. Mais forcément, qui dit anorexie et restriction, il dit qu'il y a un moment donné où il y a forcément la boulimie, tu vois, où il y a des moments où tellement tu te prives que quand tu te prives de trop, dès que tu manges, c'est fini, tu vois, c'est compliqué de s'arrêter. Ok. Et est-ce que tu serais en capacité de
sur le thème de l'anorexie dans un premier temps. Est-ce que tu serais en capacité d'identifier c'est quoi les pensées à un moment donné, c'est quoi les pensées qui apparaissent, que le cerveau nous crée, qui font que du coup ça engendre chez nous un état d'anorexie? Je me suis longtemps posé la question parce que c'est une maladie mentale. Ok. C'est Ouais. abstrait. Et comment à un moment donné ton cerveau il peut se mettre en mode destruction, tu vois, sans que toi tu en aies plus forcément le contrôle, tu vois. Et du coup je dirais que je pense qu'il y a un moment donné où l'adolescence est une période difficile pour tout le monde, où chacun va vivre des choses différentes, quelle que soit la gravité, on le Bien vit sûr, tous d'une bien manière sûr, différente, bien sûr, bien sûr. et qu'il y a une fragilité, et qu'il y a un moment donné où cette fragilité elle laisse la faille à l'entrée de la maladie, tu vois. Ok. Que tu contrôles pas en fait, que tu vois pas les choses arriver, tu vois. C'est ça que la question que j'aimerais te poser, c'est comment c'est arrivé pour toi? C'est quoi les premiers éléments déclencheurs à ce moment-là? Bah déjà les troubles alimentaires c'est propre à chaque personne, c'est-à-dire que le déclenchement, tout est vraiment propre à une personne. Moi je sais que j'ai le déclic même, enfin hyper très clair dans ma tête. Je sais quand ça a commencé, je sais. Ah, Et donc au départ tu es, je dirais que t'es pas bien. Et tu te dis bon je vais pas manger. ok. C'est une manière de se priver et Ouais, de se faire du mal, tu vois. d'accord. Tu sautes un repas, deux repas. Et t'as juste l'impression qu'au départ que t'es pas bien, t'as pas envie de manger, tu vois. Des fois t'as pas faim et t'as pas l'appétit, c'est pas grave. Et tu rentres vite dans un processus de contrôle, tu vois. Une fois que t'as loupé le petit déjeuner, ça y est, c'est fini. T'essayes de sauter le repas du midi, ça fonctionne. C'est fini. Et après, c'est ça, tu rentres dans un cercle vicieux. Ou quand t'as supprimé deux repas, bah, comment tu les réintroduis? Parce que en même temps, tu perds du poids et ça veut dire que si tu remanges, tu vas en reprendre, tu vois, tu rentres dans un, je dirais dans un processus de contrôle et en fait, tu rejettes l'alimentation, mais en réalité, c'est une addiction, tu vois. Parce que tu penses qu'à ça toute la journée. Je... C'est... Déjà, je suis reconnaissant de l'espace que tu nous accordes par rapport à ça. Euh, je me permets de savoir, de te poser la question, comment on s'en sort de ça? Encore une fois, c'est propre à chacun. C'est-à-dire que Ouais, comment toi tu t'en es sorti du coup, ouais, dans ton cas? je pense que j'ai eu la chance, moi, d'avoir la connaissance de mon élément déclencheur Ok, et le déclic. ok. Un déclic très clair. C'est-à-dire que il y a un matin, je me lève, j'ai forcément mes habitudes, je vais marcher des heures dehors, etc. Et là, je ressens quelque chose, je sais exactement où c'est, hein. Port-aux-Cerises, la Chapelle-sur-Erne. Et là, je ressens un truc dans mon corps, quelque chose de, je dirais, divin. Ouais. C'est le jour où vraiment j'ai commencé à pratiquer. Où j'ai un message qui me dit Faustine, si tu continues, tu vas mourir. Et là, tu vois, même quand j'en parle et tout, c'est fou. Ouais. Dans mon corps, ma respiration elle se bloque et tout, tu vois. Et là, on me dit c'est archi fort, tu vois. Je rentre forcément, tu vois. Et je dis à ma mère, je lui demande de s'asseoir, forcément, je la prends main. Je lui prends ses mains et je lui dis maman, je vais m'en sortir. Et je pense que j'ai eu cette chance, tu vois, d'avoir cet appel. Parce qu'aujourd'hui, il y a plein de jeunes femmes, parce que c'est quand même une maladie qui touche principalement les femmes, qui replongent, parce que il y a quelque chose de très profond dans les troubles alimentaires qu'il faut travailler dessus, prendre conscience pour s'en sortir, tu vois. Et qui, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à me soigner, tu vois, à guérir, je dirais. Je fais pas le podcast pour ça. Mais ton message, il est waouh. Ton message, d'une certaine façon, il m'assomme parce qu'encore une fois, merci de le poser là. Et ça dépassera je sais que tu as conscience que ça dépassera le podcast. Hein, c'est c'est certainement des choses que les gens ne savent pas. Mais je sais aussi
la qualité de l'écho que ça fera auprès de certaines joueuses. Et je suis intimement persuadé qu'il y a des joueuses qui vont se reconnaître dans ça. Et la fenêtre que je vais t'ouvrir maintenant, c'est qu'est-ce que tu conseillerais Qu'est-ce que tu conseillerais à une joueuse qui commence à se poser des questions sur ce qu'elle mange, sur son rapport au corps, sur le fait de se comparer à d'autres, tu vois. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu pourrais dire à une jeune fille de entre 13 et 16 ans qui est dans cette situation-là? Je dirais qu'à partir du moment où manger n'est plus naturel, il faut se poser des questions. Faut pas laisser trop de place à ça dans un quotidien. Tu vois. J'allais dire trop de place à une forme de raison qu'on va se créer pour justifier le fait qu'on ne mange pas. Oui, mais j'ai bien mangé ce midi. Ou je pense que ça peut être des indicateurs. J'ai pas vécu ton cas, mais toutes ces raisons qu'on va se donner, du genre ouais, mais de toute façon, je remange demain matin, ou c'était pas bon. J'ai j'ai beaucoup de choses hein, sur mes années de lycée, de collège, de oui, mais c'est pas bon la cantine, tu vois. Et des fois, je me questionne sur mais est-ce que c'est pas un premier moyen de, tu vois, se sortir de l'alimentation pour d'autres raisons, physiques, esthétiques, etc. Et je t'ai coupé sur la question des conseils, mais effectivement, le fait que ce soit pas naturel, je suis totalement d'accord avec toi. Est-ce que tu vois d'autres choses? Il y a... Bon, je pourrais... Donc ouais, d'une part, il y a... Quand l'alimentation devient un peu plus naturelle, il faut se poser des questions. Après, tu sais, parfois, les troubles alimentaires, c'est pas forcément juste ne pas manger ou trop manger. Ça peut être et c'est une conséquence, la dysmorphophobie, où tu te regardes dans le miroir et tu te trouves énorme, et que tu te sens pas bien dans ton corps, tu vois. En fait, il y a plein de petits signaux qui fait que à partir du moment où ton rapport au corps, tu ne le sens plus sain pour toi, il faut travailler dessus. Aujourd'hui, il y a des gens pour ça, hein, les psychologues, c'est extrêmement important. Si aujourd'hui même un psychologue a besoin d'un psychologue, ça veut dire que tout le monde en a besoin en réalité, tu vois. Tu prêches un convaincu là-dessus, et je voulais m'arrêter sur ce rapport au corps. Est-ce que toi, à ce moment-là, au lycée, t'es dedans, t'es dans ça, t'es dans le... Est-ce que t'es immergé dans ce côté, je me regarde tout le temps dans le miroir, mais putain, mais mon corps, il est pas comme je veux, etc. Ou ça, tu le vis pas trop dans ton anorexie? Avant que ça arrive, tu dirais? Ouais, enfin avant, pendant, après même. Tu l'as jamais été, ce côté... Ah regarde. si. Mais en fait, tu l'es automatiquement, tu vois. Ok. Ouais, t'as un rapport au corps où déjà t'essayes de te cacher, tu vois. Pantalon large, sweat large pour dissimuler au maximum, ne pas voir, ton corps finalement, tu vois. Ouais. À la fois tu te regardes devant le miroir, mais tu sais que tu te fais du mal et que ça, en fait, ça empire tout ce qui se passe, mais t'es dans un processus de toute façon t'es dans un cercle hyper vicieux et tu fais tout ce qui te fait du mal, tu fais en fait, tu vois. Et tu vois, je dirais que il y a une phrase, on dit on est bien dans le mal. Mais en fait, c'est vrai, tu vois, quand j'ai vécu ça pendant 2 ans, du coup. Et pendant 2 ans, tu crées ta zone de confort autour du mal-être, tu vois. Et si aujourd'hui, je dois dire le moment qui a été le plus dur pour moi, c'est le moment où j'ai décidé de m'en sortir. Parce que tu décides de t'en sortir, mais ça fait 2 ans que tu as ancré des habitudes où tu ne manges plus, plein d'habitudes, tu vois, que j'évoquerai pas forcément, tu vois, mais... Et là, il faut déconstruire tout ça, tu vois. Et là, c'est dur. Parce que, en plus, à partir du moment où tu as dit à ta famille que tu veux t'en sortir, tu peux plus faire machine arrière, tu vois. Il faut accepter de reprendre du poids, ton corps, il change. Tes vêtements changent, du coup, parce que forcément, tu rentres plus dans tes vêtements. T'as les paroles de tes proches... Ah, c'est bien, t'as repris du poids. Et dire qu'avant, tu mangeais rien. En fait, on se rend pas compte, mais c'est des paroles qui sont... Tu sais, il faut apprendre à les gérer, tu vois. Ouais, bien sûr. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai appris à faire, tu vois. Parce que même aujourd'hui, des fois, on me dit « Ah ouais, Faustine, tu manges beaucoup et tout. »
Bah ouais, mais j'en ai besoin, tu vois. Et les gens, ils se doutent pas que derrière, Bien sûr. tu me dis ça et tu vois, je me dis non, Faustine, il faut que tu manges. Parce que très vite dans ta tête, tu dis ah ouais, je mange beaucoup, tu te poses des questions, tu vois. Et C'est intéressant ce que tu dis sur le fait de... C'est même urgent, important, Mm. sur le fait de déconstruire. Mm. Comment dire? J'ai tout un tas tout un tas de métaphores, hein. Le fait que l'avion décolle face au vent, tu vois, c'est-à-dire que le moment où l'avion allemand, bah, c'est face au vent qu'il doit décoller. Mm. Le fait qu'aussi, un bateau, l'endroit où il se sent le mieux, c'est au port, mais il n'est pas fait pour ça. Il est fait pour les vagues, il est fait pour les trucs. Et c'est là où il faut tenir bon. C'est là où il faut tenir bon, c'est sur ce chemin de la guérison que tu as emprunté, comment dire, qui nous, enfin moi qui me donne une petite dose d'humilité sur, il n'y a pas une hiérarchie dans les problèmes qu'on vit, hein. Y a pas, toi ton problème il est grave, les miens ils sont pas graves, mais c'est chacun nos batailles, hein. Chacun nos chemins, chacun nos luttes intérieures, mais c'est une inspiration parce que aujourd'hui je pense qu'au départ t'es pas mieux loti que les autres, et finalement t'as quand même réussi à trouver l'énergie, la force de lutter et de inverser des comportements ancrés depuis 2 ans et des comportements addictifs. Tu es né sur des comportements qui sont addictifs et que tu as réussi à modifier pour ton bien. Et exactement, j'avais le même genre de citation, c'est il faut du mal pour se faire du bien. Je crois que c'était Psychiatre de la rime, pour ceux qui ont la ref. Du coup, ma dernière question, Faustine, sur ce sujet-là, ce serait de voir, est-ce que finalement ça t'a impacté? Je pense que oui, mais j'aimerais bien savoir à quel point. Et comment ça t'a impacté la pratique? Parce que du coup, si je calcule bien, c'est au moment où tu bascules au futsal, ou c'est au moment où tu es au FC Nantes. Comment ça se passe à ce moment-là, au niveau du foot? euh, mes troubles alimentaires, ils commencent sur les vacances scolaires, entre la troisième et le lycée. Ok. C'est-à-dire que en troisième, je suis en sport-études. Mm. Et au lycée, je rentre au Sens, dans le centre Ouais. de formation du FC, dans le Ouais. lycée de centre Oula. Ouais, je l'ai. Je rentre au Sens, le lycée du centre de formation des sportifs de haut niveau de Nantes, Ok. avec les filles du FC Nantes et les garçons. Ok. Donc forcément que ça m'impacte, puisque finalement, je fais que la première semaine normale avec les filles. Ok. Et que dès la deuxième semaine, je suis hospitalisée, tu vois, donc je sors de cette dynamique de sportif de haut niveau, tu vois. Et donc, quand je sors de l'hôpital, forcément, j'ai plus le droit de faire du sport. Parce que ton corps, il est en danger. T'as plus de masse musculaire, t'as plus d'énergie, tout simplement. Donc, pendant un an, j'ai pas trop le droit de faire du sport. Enfin, en tout cas, j'ai plus le droit de jouer au foot et au futsal. Tu te doutes bien que qui dit addiction dit que tu fais du sport pour forcément perdre du poids, finalement. Donc, je dirais que ça accentue le fait que t'as plus le droit de faire finalement ce que tu aimes. Donc ça renforce aussi je suis malade, quoi, tu vois. Et du coup, forcément, pendant cette année, je suis pas du tout dans la même dynamique que les autres sportifs. De 10h30 à midi, c'est entraînement. Moi, je rentre parce que j'ai pas le droit de faire du sport, ou alors j'ai des rendez-vous médicaux. Et quand je rentre, quand je reviens au lycée, tout le monde a eu ses 2 heures de sport intense. Et on reprend les cours et tu vois, toi, en fait, t'es pas dedans et t'as des périodes d'absence, mais on est dans des classes avec 6-7 personnes, donc t'es pas là, faut justifier, tu vois. Bien sûr. Dynamique totalement décalage. Ok. Et c'est d'ailleurs ma dernière saison au FC Nantes, du coup. Ok. Dernière question, peut-être un peu personnelle. Mais est-ce que ça, à ce moment-là, ça impacte aussi, je suppose, tes relations un peu plus personnelles? Il y en a plus. Socialement, tu t'éloignes totalement. Parce que... Pour éviter qu'on te questionne, pour éviter qu'on te... même pas, mais en fait, à cette période-là, t'es plus capable de manger, tu vois. Mais qu'est-ce que tu fais quand tu te retrouves... Bien sûr. Fast-food, tout ça. Et toi, t'es pas capable. Donc tu refuses 1 fois, 2 fois. Et puis en fait, après, les gens, ils t'invitent plus, mais c'est normal, tu vois, parce que t'es pas dans la même dynamique. Et de même te dire, vas-y, j'y vais, tu peux pas, parce que tu vois les autres manger, ça te renvoie que t'es pas capable. Et ça crée en fait des angoisses, tu vois, autour de tout ça. Donc je dirais qu'en fait, socialement, tu te fermes totalement. D'accord.
Et tu vois, j'ai retrouvé... Je suis toujours en contact, hein, mais avec une des filles avec qui je joue au FC Nantes à cette période. Et elle me dit ah oui, et toi aussi, du coup, à cette période-là, c'était compliqué. Et en fait, tu te rends compte que les gens, ils ne savent même pas ce que tu vis concrètement parce que t'as que toi et ton entourage très proche qui connaît réellement la situation, tu vois. Les autres, bah, finalement, t'en parles plus. Et même pour un parent, t'en parles pas, hein, comment il est ton enfant, tu vois. Ok. Donc c'est un truc que t'es totalement fermé socialement. Incroyable. Tout le reste. Ok. Faustine, pour aller sur la fin de ce podcast, déjà te remercier de ce que tu as posé là pour nous. Je pense que, en tout cas moi de mon côté, j'ai conscience du geste que tu es en train de faire. La question que je pose, ça se trouve tu l'as même préparée, la question que je pose à tous les invités en fin de podcast, c'est moi, Faustine Pellegri, j'aurais réussi quand? Est-ce qu'on peut la détourner? Est-ce qu'on peut la détourner? Ouais. Comment ça? Je dirais aujourd'hui j'ai réussi. Ah. Parce que je suis épanouie et je suis heureuse. Ok. Ça fonctionne? Ça fonctionne. Incroyable, ça fonctionne totalement. Encore merci Faustine. J'invite les gens à partager cet épisode au n'importe qui, pour qui se sentirait concerné, que ça peut inspirer. C'est ça, finalement, on est... comment dire, c'est l'effet papillon, un battement d'aile ici, et ça provoque un raz-de-marée ailleurs, un ouragan ailleurs. Et finalement, quelle est la première action qu'on peut faire chacun pour aider, dans un point de vue écologique, aider autour de nous et aider le système? Bah, ça peut être ce partage à quelqu'un qui en a peut-être besoin. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Faustine qui le dit, c'est Faustine qui l'a vécu. Et je crois que ça change tout, donc n'hésitez pas. Et encore une dernière fois, on te remercie beaucoup, Faustine. Merci à toi.